Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord souligner, saluer cette initiative de Penser le Québec indépendant, qui permet de donner un contenu concret à ce projet de pays qu'on a tous à cœur. Alors, je trouve que c'est vraiment important de l'engager dès maintenant. Et puis, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour participer au débat. Je remercie Gilbert Paquette et Brel Cuy de m'avoir invité à être avec vous ce soir. Alors, dans un premier temps, je vais commenter la partie politique monétaire du dossier, extrêmement détaillé. C'est un état des lieux, vous l'avez constaté avec moi. Moi, j'ai lu l'article avant, bien sûr, pour me préparer, mais il est clair qu'on a là un état des lieux qui est très, très riche, touchant tout ce qui a trait à l'architecture institutionnelle en termes de politique commerciale et de politique monétaire. Alors, impossible en 15 minutes d'aller de façon très approfondie sur tout ça. Je vais me concentrer dans un premier temps sur l'aspect politique monétaire, comme je l'ai dit, en donnant quelques remarques, en présentant des remarques sur le dossier. Et dans un deuxième temps, je vais ouvrir des questions, je vais lancer des questions qui me semblent importantes, donc des questions à débat pour élargir un petit peu la discussion. Et puis, espérons que j'aurai le temps de faire le programme que je me suis imposé au démarrage. Donc, sur les 4 options de choix de monnaie qui ont été présentées, je pense que c'est la diapositive 38, je ne sais pas si on peut la remettre rapidement pour que ce soit plus évident pour tout le monde de me suivre. Je vais glisser quelques commentaires à ce sujet-là, mais en partant d'un constat d'abord. Je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'esprit quand on regarde, quand on réfléchit à tout ce qui nous a été amené en termes de choix de monnaie. C'est le suivant. Les grandes politiques économiques sont complémentaires, mais la politique monétaire est centrale. Elle est centrale. Alors, à partir de là, je pense que l'objectif qui devrait être recherché, c'est d'avoir la pleine souveraineté monétaire. Et j'insiste sur le terme souveraineté. Alors, ça devrait être ça veut dire avoir la pleine gouverne de notre politique monétaire, ne pas dépendre d'un autre pays pour son établissement. Alors, dans cet esprit, je pense que c'est l'option B qui devrait être ce que l'on recherche d'abord et avant tout. Éventuellement, dans un premier temps, ou à tout le moins à moyen ou long terme. Mais ça, je vais y revenir. Mais donc, une monnaie québécoise, taux de change flottant. Solution, d'ailleurs, préconisée par de plus en plus d'économistes, en particulier ces dernières années. Moi-même, je me suis commise dans 3 articles à partir de 2021 sur la chose en optant pour cette proposition-là. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet précisément d'avoir une politique monétaire qui est adaptée aux besoins de l'économie québécoise. Ça a été traité par Richard Carrier, l'option d'une monnaie canadienne, qu'elle soit par le biais d'une union monétaire formelle ou informelle, donc une devise, maintenir, si on veut, le dollar canadien. Le problème est, tel que c'est indiqué dans le dossier, ça dessert 2 entités souveraines. Or, je veux dire, dès que le Québec est indépendant, il forme à lui-même une entité souveraine et c'est celle-là qui devrait être desservie par une monnaie. Donc, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles il faut aller dans ce sens-là, me semble-t-il. On a aussi parlé, Richard Carrier a parlé aussi des désavantages évidents que subit le Québec en raison du fait qu'il appartient au Canada et que la politique monétaire au Canada, elle est établie en fonction des priorités du Canada et de la structure industrielle canadienne qui diffère à nombreux égards de celle du Québec. Donc, il est certain que d'avoir une politique monétaire unique, c'est quelque chose qui nous désavantage à beaucoup d'égards. Ça a été beaucoup documenté par des économistes québécois. Pourquoi une politique canadienne nuit, une politique monétaire canadienne nuit à l'économie du Québec en termes de perte d'emploi, en termes de baisse des investissements, qui entraînent aussi baisse de la productivité, chômage, etc. Et chômage dit également accroissement de la pauvreté et un ensemble de problèmes de ce type-là. Et c'est très, très documenté, ça a été dit en partie. Début des années 80, c'est beaucoup en raison d'une politique très restrictive en termes de taux directeurs. C'est-à-dire que la réactivité de la Banque
centrale canadienne est très forte, hein, du moins qu'on puisse dire. Début des années 80, ça a été dit, donc une récession au Québec qui a été provoquée en bonne partie par des taux directeurs beaucoup trop élevés qui avoisinaient les 20 hein. On est vraiment, donc on en a subi les séquelles de manière importante. 10 ans plus tard, rebelote, encore une fois, donc taux directeur beaucoup trop élevé, cette fois dû à un souci de tension inflationniste dans le sud de l'Ontario. Donc on craint qu'une deuxième fois, et bon, une deuxième fois à cette période-là. Il y a aussi la question du taux de change qui donc, pose un problème, comme la structure de l'économie canadienne et les exportations canadiennes sont beaucoup orientées vers dirigées par les hydrocarbures et le pétrole. Bien, on a une hausse du dollar canadien qui va désavantager le secteur manufacturier québécois. On l'appelait ça le mal hollandais. C'est aussi très documenté et très connu parmi les économistes. Alors, tout ça fait en sorte que c'est la première option, donc, d'union, l'utilisation du dollar canadien dans le cadre d'une union monétaire ou sans, de manière informelle, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas poursuivre dans la mesure où, effectivement, on subirait encore les contre-coups de ce qu'on connaît déjà. C'est comme si on reproduisait un petit peu la situation actuelle autrement. Fait que je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller dans ce sens-là. Quand je dis qu'on devrait l'écarter, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en accord avec vous sur le fait qu'il faille regarder les avantages et les désavantages de chacune des options. Ça, absolument, c'est important de tracer un portrait global, mais on peut avoir nos préférences, effectivement, chacun d'entre nous. Ça va de soi. L'option C, dont vous parlez, vous l'identifiez comme ayant trait à une monnaie de démarrage. Et là, on fait référence à la question d'y aller par étapes, hein, un petit peu de façon transitionnelle, à savoir que pour éviter des mouvements spéculatifs, comme vous l'avez dit, on pourrait effectivement avoir, dans un premier temps, adopter la monnaie canadienne de manière informelle, et puis ensuite s'acheminer doucement vers l'option B, donc un dollar, une devise québécoise, taux de change flottant, puisque c'est la norme. Alors, cette éventualité-là, je pense qu'elle doit effectivement être étudiée. Elle n'est pas nouvelle. Parizeau, semble-t-il, Jacques Parizeau l'avait lui-même évoqué, c'est ce que Jean-François Lisée nous a appris récemment dans une chronique, il l'avait en tête. Dans un premier temps, il disait qu'il faudrait effectivement avoir une union monétaire informelle avec le Canada pour ensuite aller vers une monnaie québécoise. D'autre part, c'est exactement aussi le scénario, pas exactement, mais c'est l'approche graduelle est aussi le scénario proposé par Nicolas Marceau dans l'ouvrage qu'il a publié en 2022, dont le titre est « Une fois le Québec souverain », où là, il prévoit 3 étapes. Alors, la première, ce serait une union monétaire informelle avec le Canada. La seconde, ce serait de créer une monnaie québécoise arrimée au dollar américain, taux de change fixe, et passage à un régime de taux de change flottant dans un dernier temps. Alors, on pourrait effectivement discuter, ce sont des questions à débattre. Là-dessus, je vous poserai la question, Richard Carrier, dans quelle mesure, pourquoi l'adoption du dollar américain dans le cadre d'une union monétaire informelle ne fait pas partie de vos scénarios? Parce qu'effectivement, c'est présent dans l'ouvrage de Nicolas Marceau. Et c'est quelque chose qui a déjà été envisagé également au Québec, notamment par le Bloc québécois, il y a un bon moment. Deuxième temps de mon intervention, des questions à vous soumettre pour réfléchir au possible. Je ne vais pas regarder le temps, il en reste combien? 2 minutes. Non. Mauvais sens de l'humour, alors. Il ne peut pas rester 2 minutes, c'est pas possible. Alors, les questions, combien il m'en reste pour vrai dire? 5? OK, on va aller vite. Je vais vous les identifier, puis ensuite, éventuellement, on pourra en discuter dans le cadre d'une discussion plus générale. Donc, des questions pour réfléchir, élargir les possibles. Et là, je pense qu'avant de les présenter, je fais une question générale qui les chapeaute toutes. Dans un Québec pays, est-ce qu'on doit simplement reproduire l'existant, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement à la Banque du Canada et avec les institutions canadiennes, ou innover et transformer la politique monétaire en fonction des défis du 21e siècle? Bon, vous aurez compris que je suis en faveur de la seconde option, mais je pense que ça nous aide à réfléchir un peu. Alors, première question dans cette perspective, quel mandat pour la Banque centrale du Québec? Est-ce qu'il devrait être élargi? À l'heure actuelle, la Banque du Canada ne poursuit qu'un seul objectif, c'est la stabilité des prix avec une seule cible, un taux d'inflation à 2 %. Il y a actuellement de nombreuses réflexions
qui sont en cours. Ça fait des années que les économistes canadiens, québécois essaient de faire infléchir cette politique au niveau canadien, parce que ce n'est pas le cas partout. États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, ça se passe autrement. Double mandat. On ajoute la question du plein emploi. Alors, c'est actuellement donc, à l'étude dans le cadre d'un comité sénatorial. Et donc, notamment mis de l'avant par, piloté à partir d'un projet de loi qu'a identifié Diane Bellemare, qui est une ex-sénatrice canadienne, des économistes connus également. Je n'irai pas plus loin parce que je sais que Pierre Fortin est également associé à cette démarche. Donc, ça sera peut-être touché après. On peut aller au-delà de ça. En octobre 2020, il y a 32 économistes au Québec qui disaient qu'il fallait effectivement élargir le mandat en ajoutant plein emploi, soutien à la transition écologique et diminution des inégalités. Pierre Beaune, à ma droite, ici, l'avait signé. Donc, je vais plus vite parce que je n'ai pas de temps. Deuxième question pour un pays, dans un Québec indépendant. Quel arrimage doit-on choisir entre la politique monétaire et la politique budgétaire? Parce que la politique monétaire, elle est prise en charge par une banque centrale, n'est-ce pas? C'est le cas. La politique budgétaire, elle relève des prérogatives d'un gouvernement, comme toutes les autres politiques publiques d'ailleurs. Alors, dès lors qu'on parle d'introduire comme cible plein emploi et d'autres objectifs de politique publique, il est évident que là, on est en train de faire un lien entre la Banque centrale et le gouvernement. Or, ici, on arrive sur des choses qui sont fortement débattues entre les économistes. Dans quelle mesure on doit traiter la question de l'indépendance de la Banque centrale du Québec par rapport au gouvernement? Ça, c'est un sujet très, très chaud parmi les économistes. D'ailleurs, dans votre dossier, vous dites une telle banque, la Banque centrale du Québec, sera dotée au départ des mêmes outils et ressources que l'actuelle Banque du Canada et d'un même statut d'indépendance face au gouvernement. Alors moi, c'est un peu ça que je questionne avec mon propos. Dès lors qu'on élargit, on établit des liens plus serrés entre les deux niveaux de décision, celle d'une banque centrale, celui d'une banque centrale et celui d'un gouvernement. Alors, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Diane Bellemare a mis de l'avant son projet de loi, c'est pour mieux articuler la politique monétaire à la politique budgétaire. Donc, ce faisant, on est en train d'établir des liens très directs. Si on veut aller plus loin et penser en termes de politique industrielle pour la planification écologique et industrielle, ce dont on a besoin à l'heure actuelle, bien, on va encore aller plus loin là-dessus, donc de resserrer encore les liens entre gouvernement et banque centrale. La question de l'indépendance, on doit la traiter de manière directe, on n'a pas de choix, puisqu'on y est amené en raison du fait qu'on souhaite avoir un peu plus d'objectifs que la cible de l'inflation. Pour moi, je trouve que ça n'a aucun sens qu'on s'en tienne uniquement à un mandat unique. Il faut donc traiter la question de l'indépendance en pensant au contrôle démocratique également qu'on a sur la politique monétaire. C'est extrêmement important. Alors, la question de l'indépendance a plusieurs définitions. On peut parler d'indépendance relativement au choix des objectifs poursuivis par la Banque centrale, auquel cas, l'objectif, c'est la banque qui les définit, ou les objectifs. L'indépendance peut être envisagée relativement au choix des instruments de politique monétaire, et dans ce cadre-là, du coup, c'est le gouvernement qui fixe les objectifs. Avenue très intéressante, je trouve. Le meilleur exemple ici, c'est celui du Royaume-Uni, où le gouvernement fixe les objectifs. Je vais vous dire comment c'est un témoignage de quelqu'un devant le fameux comité sénatorial. Une lettre annuelle est adressée au gouverneur de la Banque d'Angleterre par le chancelier d'échiquier, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Finances ou du Trésor, définit les priorités du gouvernement en matière de politique monétaire pour l'année et exige de la Banque d'Angleterre qu'elle fournisse une réponse si elle ne remplit pas les conditions fixées. Bon, ben là, déjà, on s'achemine dans un contrôle qui est plus démocratique, puisque ces gens-là sont élus, n'est-ce pas? Donc, c'est pas mal plus intéressant. Alors, il faudrait bien étudier toutes ces variantes. Il y a un autre point qui est absolument incontournable, c'est la question des moyens additionnels. Je n'ai pas parlé de l'enjeu de la cohérence des politiques publiques. Si on veut effectivement avoir la politique monétaire et une pleine gouverne et la lier à d'autres politiques, c'est parce qu'il est extrêmement important de créer des synergies entre les politiques publiques. C'est là qu'elles sont le plus efficaces, puisque si les politiques publiques vont dans le sens inverse, évidemment, elles vont s'annuler l'une l'autre. Alors, il faut effectivement créer ces synergies. La cohérence des politiques publiques est absolument importante, et ça milite encore. C'est un autre argument qui milite en faveur d'une gouverne de politique monétaire pleine et entière par le futur pays du Québec. On va en parler au futur et non pas au conditionnel.
La question de l'indépendance, elle va encore plus loin. Elle touche le fait de financer directement l'État. Ça, on l'a dit. Actuellement, les traités viennent corseter entièrement l'action. La Banque centrale européenne, c'est le pire cas de figure. Impossible de bouger à cet égard. Durant la pandémie, avec les mesures de dites non conventionnelles d'assouplissement quantitatif, comme ça a été présenté également par Richard Carrier, les banques centrales ont fait une entorse en réalité à ce principe d'indépendance en fonction duquel elles ne vont pas financer le gouvernement, puisque c'est grâce à ces opérations de rachat de titres, de dettes publiques, que les États ont pu mettre de l'avant leur politique budgétaire. Au Canada, effectivement, si on a pu créer ces programmes qu'on a connus durant la pandémie, en prestations canadiennes d'urgence pour les étudiants, subventions, ça nous paraît loin un peu, mais c'est pas si loin. C'est parce qu'effectivement, il y avait une politique monétaire qui est en mesure d'appuyer ces mesures-là. Des déficits colossaux s'en sont suivis sur la planète. Néanmoins, on a réussi à passer à travers. Sinon, c'est l'ensemble du capitalisme qui éclatait. C'est pas plus compliqué que ça. Ils n'avaient pas le choix d'intervenir en ce sens. Et c'est pour ça qu'elles ont fait une entorse. Mais elles sont restées quand même dans la ligne, dans la mesure où c'est indirectement. Hein, la courroie n'était pas directe avec le gouvernement, alors en termes de financement. Donc, de manière indirecte, elles ont néanmoins quand même financé, permis de l'expansion de ces programmes. Donc là, on avait un lien direct entre politique monétaire, politique budgétaire, et politique sociale, du coup, parce que ce qu'on a fait, c'est du remplacement de revenus. Hein? C'est ça qu'on a fait. On a rempli, en quelque sorte, ce que ne pouvait pas faire l'assurance chômage et l'assurance emploi, comme on dit au Canada. C'était évident que face à une pandémie, les besoins que ça créait, le programme d'assurance emploi canadien était absolument incapable de faire face à la musique. Donc, il est évident que là, on a un intéressant qui s'établit avec la politique sociale. Je vois que... Bon, alors je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce qu'il faut que les autres parlent, désolé. Alors, pas désolé que les autres parlent, mais désolé Donc, la dernière question, les deux dernières questions que je voulais soulever, c'est quelle forme de monnaie le Québec va adopter? Est-ce qu'on va créer un dollar québécois numérique, ce qui est en cours à l'heure actuelle, ce qui est en réflexion sur l'ensemble de la planète au sein des banques centrales? Et quels sont les éléments de contrôle démocratique qu'on pourrait mettre de l'avant, mais je m'arrête ici. Merci.